Vous venez de faire l'acquisition d'un boîtier où vous faites vos premiers pas dans le domaine de la photo. Aujourd'hui, je partage avec vous des informations qui portent sur l'un des modes que vous pouvez privilégier lorsque vous prenez de la photo. Et en l'occurrence, il s'agit du mode ouverture ou de la priorité ouverture. C'est la priorité avec laquelle je travaille le plus fréquemment dans le domaine de la photo et également qui est indispensable au niveau de la vidéo. Alors, je vous explique les principes de ce mode-là et aussi, et particulièrement, on va examiner ensemble des situations pratiques, des effets qui découlent à ce moment-là du choix de vos ouvertures et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, bien ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Vous venez de faire l'acquisition d'un boîtier, vous avez sans doute remarqué qu'au niveau des modes que votre boîtier vous offre, par défaut, le mode qui est privilégié est le mode automatique. Si vous laissez votre boîtier sur ce mode-là, c'est-à-dire vous allez laisser le plein contrôle à votre boîtier. Il va absolument tout choisir et vous ne contrôlez rien. Il va choisir l'ouverture, il va choisir la vitesse, il va choisir les ISO, il va choisir l'endroit où il veut faire la mise au point. Bref, vous avez laissé le plein contrôle à votre boîtier. Ce que je vous suggère, et avec le tutoriel d'aujourd'hui, c'est d'explorer un mode qui est formidable, avec lequel je travaille facilement à 80% du temps. Donc, c'est la priorité ouverture ou le mode ouverture. Et habituellement, dans les modes qui vous sont offerts avec le barillet sur votre appareil photo, bien, habituellement, ce mode-là est représenté par la lettre A. A pour Aperture en anglais. Donc, A veut donc dire, chez la plupart des manufacturiers, ouverture. Alors, si on travaille avec ce mode-là, ça vient donc dire que nous voulons contrôler l'ouverture qui va nous permettre donc de prendre des photos. Qu'est-ce que ça représente? C'est ce qu'on examine donc maintenant. Pour illustrer le principe des ouvertures, je me tourne vers une démonstration avec des objets usuels. Je pense qu'ils vont faire image et vont vous permettre de comprendre le principe des ouvertures. Lorsque vous prenez votre boîtier et que vous tournez celui-ci vers une scène, que ce soit un paysage, que ce soit un match sportif, que ce soit un portrait que vous voulez réaliser, déjà votre appareil se met en action et analyse le montant de lumière qu'il a besoin pour bien réaliser la photo. Alors, on pourrait appeler ça un photomètre, donc un outil d'analyse dans l'appareil qui vient dire « Ah, pour réaliser cette scène-ci, j'ai besoin de X montant de la lumière étant représentée ici par l'eau. Si c'est une journée très lumineuse, très ensoleillée, il va avoir besoin de moins de lumière parce que celle-ci est très abondante dans votre scène. Par contre, si vous êtes à l'intérieur d'une salle de spectacle, que vous êtes dans une pièce qui est un peu comme celle-ci, à ce moment-là, qui ne baigne pas dans la lumière ou des trucs de genre, il est possible que vous ayez besoin de plus de lumière. Alors, ce montant de lumière-ci, ou ce montant d'eau-là, ici, varie évidemment selon les scènes. Mais pour les fins de l'exemple que je poursuis actuellement, admettons que ça, c'est le besoin de lumière qu'on a besoin pour bien réaliser notre photo, et ça, c'est votre appareil qui le détermine. Ceci étant, je sais que déjà, il y a une question que vous avez à l'esprit. Est-ce qu'il y a moyen d'influencer le calcul de l'appareil photo en ce qui a trait au montant de lumière? Absolument. Et c'est ce qu'on appelle, pas le mode, mais la mesure d'exposition. Si vous êtes intéressé à connaître un peu plus cette mesure-là, les différents types de mesures qui sont disponibles dans votre appareil photo, je vous renvoie vers le descriptif de la vidéo. Vous allez retrouver un lien vers un article que j'ai écrit là-dessus sur mon blog et qui vient vous expliquer les différentes mesures d'exposition qui sont disponibles dans les appareils photo. Et ça vient influencer le calcul de la lumière. Donc, allez lire l'article. Je n'aborderai pas cet élément-là, mais admettons que pour le moment, donc au fin de notre exemple, ça c'est le montant de lumière que mon appareil a déterminé. Alors, cette lumière-là doit aller à l'intérieur de mon appareil photo. Cette lumière-là doit rejoindre le capteur de mon appareil photo. Et dans cette lumière-là, évidemment, il y a des informations par rapport à la scène qui se présente à mon appareil. La scène pouvant être un paysage, donc tout ce qui est les montagnes, les ci, les ça, tout ça est compris à ce moment-là à l'intérieur de ma lumière. Alors, si je fais passer
ce montant de lumière-là au travers de cette ouverture-ci, qui est donc une grande ouverture. C'est comme ça, on va l'appeler ici une grande ouverture. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la lumière va passer très rapidement au travers de cette grande ouverture-là. Splouch! Très, très, très rapide. Si je fais passer la lumière dans une ouverture qui est un peu plus réduite, comme vous pouvez le constater, à ce moment-là, la lumière va s'écouler vers l'appareil photo, mais de façon plus lente qu'avec la grande ouverture. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Si je privilégie une ouverture qui est encore plus petite que la précédente, la lumière va donc s'écouler dans mon boîtier de façon encore plus lente qu'avec la précédente. Et au final, si je privilégie la plus petite ouverture, à ce moment-là, pour que la lumière rentre dans mon boîtier, c'est ce que je vais appeler le phénomène igloo, 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 igloo. Ça va prendre un certain bout de temps avant que la lumière pénètre au complet dans mon boîtier. Voilà donc le principe autour des ouvertures et du choix des ouvertures. Et si je résume, à ce moment-là, la lumière va s'écouler dans mon boîtier comme ça. Elle va s'écouler de façon plus lente, très lente. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la vitesse ou la durée d'exposition. On obtient donc des effets qui sont très différents selon le choix des ouvertures. J'espère que ma démonstration fait image pour vous permettre de comprendre à ce moment-là le principe de la lumière qui rentre dans le boîtier, qui a besoin de rentrer dans le boîtier, et donc à ce moment-là que le choix de l'ouverture que vous faites a une conséquence sur la durée d'exposition. Et lorsqu'on vient dire que je travaille en priorité ouverture, ça veut dire que je fais le choix, moi, comme photographe, de dire je vais manipuler l'ouverture, toi, l'appareil photo, calcule la vitesse qui est la résultante de mon choix d'ouverture. L'appareil se débrouille avec le reste étant la vitesse. Mais moi, à ce moment-là, je choisis de travailler avec l'ouverture. De façon concrète, lorsqu'on privilégie donc une ouverture qui est donc une ouverture maximale, habituellement, on va se retrouver avec une ouverture. Ça commence toujours avec la lettre F. F 1.8, F 1.4, F 2.8. Habituellement, ce sont donc des chiffres qui viennent illustrer une ouverture très grande. Plus le chiffre est petit, plus grande est l'ouverture. À l'autre bout du spectre, plus l'ouverture est petite, plus le chiffre est grand. Alors, par exemple, dans ce cas ici, ce serait une ouverture fort probablement de F22. Et il y en a peut-être même au niveau de certains objectifs qui vont jusqu'à F32. Donc, à ce moment-là, plus le chiffre est petit, à ce moment-là, plus ça veut dire que votre ouverture est grande, maximale, et plus le chiffre est grand, plus l'ouverture, elle est petite. Alors, si on regarde les ouvertures habituellement, c'est ce que vous allez retrouver sur votre boîtier et qu'habituellement, il va y avoir la lettre F. Alors, F 2.8, F4, F 5.6, F8, F11, F14, F18, F22, ce sont habituellement des ouvertures qu'on a à notre disposition sur notre boîtier. Juste avant qu'on bascule à l'ordinateur et qu'on examine des situations concrètes au niveau qui vont résulter du choix de votre ouverture, rappelons un élément qui est important, c'est-à-dire que je viens de dire que, par exemple, les ouvertures maximales qu'on retrouve habituellement peuvent être de 1.4, 1.8, 2.8 dans ce registre-là. Il faut savoir que ce ne sont pas tous les objectifs qui offrent cette possibilité-là d'avoir des ouvertures maximales aussi généreuses que cela. Ici, je prends par exemple un objectif de base qui vient avec nos boîtiers habituellement. Bien, ce sont des objectifs qui ont des ouvertures qui sont un peu moins généreuses, si vous voulez, que des objectifs soit qui sont des objectifs fixes, à ce moment-là, que ce soit 50 mm, 85 mm ou encore 35 mm, un truc du genre. Bien, habituellement, ces objectifs-là de base vont assez souvent, et vous allez le retrouver sur le côté de votre objectif, vous retrouvez quelque chose, une indication qui vient dire F3.5 à 5.6. F3.5-5.6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon la distance focale que vous privilégiez avec votre objectif, l'ouverture maximale qui va être capable de vous permettre d'atteindre va être F3.5. Et si vous allez à une autre distance focale, habituellement celle vers laquelle on est capable de zoomer le plus, à ce moment-là, ça veut dire que rendu à cette distance focale-là, l'ouverture maximale sera de F5.6.
Alors, c'est pourquoi, assez souvent, puisque ces objectifs-là sont des objectifs donc de compromis, c'est pourquoi à ce moment-là, l'ouverture maximale va varier selon la distance focale. C'est tout à fait normal. Alors, je vais maintenant regarder des situations pratiques avec vous. Je vais vous présenter des situations pratiques, un même sujet, des ouvertures qui sont différentes et vous allez pouvoir voir donc les résultats qui sont très différents selon le choix d'ouverture, évidemment, et selon la durée d'exposition. Ici, on commence avec celle-ci, donc des tulipes que j'ai pu photographier. Dans ce cas ici, comme vous pouvez le constater, quand vous allez regarder juste ici, c'est pour ça que je vous donne accès aux métadonnées de la photo. Dans ce cas ici, c'est une ouverture de 2.8. Et si vous regardez bien la durée d'exposition, dans ce cas ici, on se retrouve avec 1/400e de seconde. Très rapide. Alors, c'est pourquoi le montant de lumière a pu rentrer, c'est tout à fait correct, mais vous voyez qu'il y a très peu d'informations qui est venue à ce moment-là. Et dans ce cas-ci, je vais commencer à parler du premier plan, du plan moyen et de l'arrière-plan. Et dans ce cas-ci, vous pouvez voir que la durée d'exposition a été si rapide que les seules informations relativement précises qu'on a pu obtenir, c'est ce qui se retrouvait tout de suite à l'avant-plan donc de la photo. Ça crée donc l'effet de flou qu'on aime bien, la faible profondeur de champ. C'est ce qu'on appelle donc la faible profondeur de champ. Donc à f2.8, voilà donc la résultante qu'on a pu obtenir. Maintenant, si je bascule au même sujet, mais avec une ouverture qui est différente. Et dans ce cas-ci, je suis rendu à une ouverture de 5.6. Donc, ma durée d'exposition est rendue à 1/100e de seconde. Et comme vous pouvez voir, à ce moment-là, il y a des éléments qui sont à l'arrière-plan ou au plan moyen, si vous voulez, qui commencent à se préciser. Les fleurs, les tulipes, sont donc beaucoup plus précises que dans la première photo. Or, dans ce cas-ci, à 5.6, j'ai plus d'informations. Si je vais à ma prochaine photo, dans ce cas ici, c'était une ouverture de f11. Vous voyez que les informations se précisent davantage pour les deux autres tulipes, si vous voulez, et au niveau de l'arrière-plan, alors que c'était un flou qui était complet, à ce moment-là, dans la toute première photo, à ce moment-là, on commence à avoir plus d'éléments, plus de détails avec cette exposition-ci, si vous voulez, avec cette ouverture-ci, cette durée d'exposition-là. Et j'ai travaillé sur trépied, donc c'est pour ça que j'ai pu aller jusqu'à f22. Dans ce cas ici, c'était 1/6e de seconde, ce qui est très lent. Et ça équivaut à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à, dans mon illustration, igloo, 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 igloo. Donc, vous avez pu voir que ma photo a plus d'informations en ce qui a trait à l'arrière-plan, bien sûr, mais la durée d'exposition était beaucoup plus grande. Alors, si on revient sur les différences dans les différentes photos, f2.8, f5.6, f11 et f22. Si je continue dans la même veine, encore ici, à peu près le sujet un peu similaire, dans ce cas ici, c'était une ouverture à f4. Donc, ça crée donc une faible profondeur de champ. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? On a très peu d'informations sur l'arrière et ça crée l'effet que tout le monde aime bien, donc l'effet de bokeh. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'était cette espèce de flou-là que les gens apprécient énormément. F4, dans ce cas ici, 1/200e de seconde. Si j'ai monté à F8, vous voyez qu'à ce moment-là, on a plus d'informations sur l'arrière-plan. Et dans ce cas ici, une dernière fois, donc à F14, et dans ce cas ici, ma durée d'exposition était de 1/15e de seconde. Et encore une fois, ici, j'ai travaillé sur trépied. Parce que si vous aviez travaillé à F14, à main levée, à 1/15e de seconde, il est possible que votre photo sera floue parce que si vous travaillez à main levée, ça se peut qu'il y ait un léger mouvement de votre part à ce moment-là et que la durée d'exposition est si longue que ça peut créer un flou. Voilà pourquoi des fois on se tourne vers des ouvertures par contre, qui sont un peu plus grandes à ce moment-là. C'est pour réduire la durée d'exposition parce qu'on ne veut pas de flou qui est créé donc par la durée d'exposition ou encore par notre mouvement. Peut-être un dernier exemple justement pour illustrer le fameux bokeh. Donc dans ce cas ici, une ouverture de f2.8. La vitesse, la durée d'exposition a été de 1/1600e de seconde. Donc c'est très 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 rapide. Peu d'informations qui nous arrivent donc du plan moyen ou de l'arrière-plan comme vous pouvez le voir. Or, dans ce cas ici, dans le cas de la deuxième photo, je l'ai prise avec une ouverture de 5.6.
La durée d'exposition a été plus longue, donc 1/400e de seconde. Vous voyez qu'au niveau du plan moyen, on a un peu plus d'informations, un peu plus de précision sur certains éléments, comme vous pouvez constater. Et une dernière photo du même sujet, à ce moment-là, une ouverture de f14 à 1/50e de seconde. Et vous pouvez donc voir beaucoup plus de précision au niveau du plan moyen. Et l'arrière-plan, contrairement à la première photo, à ce moment-là, on commence à comprendre un peu plus, on a plus d'informations, si vous voulez. Alors, pourquoi ne pas toujours? Il y en a qui seront partisans à ce moment-là d'avoir des ouvertures beaucoup plus petites à ce moment-là, F14, F18, F22, parce que vous voulez avoir plein d'informations. Donc, peut-être vous seriez tenté de toujours aller dans cette direction-là. Mais attention, il faut toujours voir à ce moment-là quelle est la durée d'exposition et surtout de quelle façon est-ce que vous travaillez, parce que vous voulez absolument éviter le flou. Et plus longue est votre durée d'exposition, des fois, plus grand est le danger, des fois, d'avoir du flou à l'intérieur de votre photo. Et d'autant plus, ce ne sont pas toujours tous les sujets qui se prêtent, évidemment, à avoir une longue durée d'exposition et on va examiner certaines situations. Pourquoi des fois veut-on privilégier une durée d'exposition qui est très rapide? Et c'est pourquoi on irait vers une ouverture maximale, l'ouverture maximale la plus généreuse qu'on peut avoir avec notre objectif. Par exemple, dans le cas présent, au niveau du sport, on veut figer l'action. On veut vraiment figer une situation bien spécifique. Alors, dans ce cas ici, puisque je travaillais avec un objectif fixe qui avait une ouverture maximale de 1.4, j'ai donc privilégié l'ouverture maximale F 1.4 et ça m'a donné une durée d'exposition de 1/4 de seconde pour vraiment saisir le moment très précis, le geste athlétique, évidemment, que le joueur de football est en mesure de faire. Donc, des fois, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir ces ouvertures maximales-là. Je vous dirais également, si jamais vous faites de la photo de spectacle dans des ambiances où la lumière n'est pas très généreuse, vous allez apprécier d'avoir une ouverture maximale là, qui va être dans les petits chiffres, je vous dirais. Vous allez apprécier beaucoup ce phénomène-là. Bien entendu, il y a toujours l'attrait du fameux bokeh. Et ça, à ce moment-là, tout le monde veut absolument avoir l'effet bokeh. Et si je regarde la situation qui est là, l'effet bokeh est tout à fait intéressant. Ceci étant, l'effet bokeh ne se fait pas toujours avec les éléments qui sont au premier plan. Comme vous pouvez le constater, ça peut aussi se faire avec les éléments qui sont au plan moyen. Par exemple, dans le sujet que vous voyez comme c'est là, la fleur sur laquelle j'ai fait la mise au point n'était pas à l'avant-plan, elle était dans le plan moyen à ce moment-là, ou elle aurait pu être à l'arrière-plan. Et à ce moment-là, elle est précise, mais les tulipes ou les fleurs qui sont au premier plan, elles deviennent floues. Alors, c'est là que c'est intéressant d'avoir cette possibilité-là, des fois, d'avoir un effet bokeh, mais pas toujours selon le principe qu'on connaît, que la précision est apportée aux éléments du premier plan. Mais assez souvent, vous pouvez voir effectivement l'effet qu'on est capable de créer lorsqu'on fait la mise au point sur des éléments qui sont au plan moyen ou encore à l'arrière-plan. Est-ce que c'est impératif toujours d'avoir l'ouverture maximale la plus généreuse qui soit pour avoir un effet de bokeh? Je vous dirais que ça, c'est un grand mythe parce que ce n'est pas vrai. Vous êtes en mesure, et à ce moment-là, lorsqu'il y a une bonne distance entre votre sujet et l'arrière-plan, et comme vous pouvez le constater dans ce cas ici, l'arrière-plan est relativement flou et relativement neutre. On a un certain effet bokeh. Lorsqu'il y a une bonne distance avec l'arrière-plan, il n'est pas du tout impératif d'avoir des ouvertures de f2.8, f3.5 ou f4 ou des trucs du genre. La preuve, dans ce cas ici, mon ouverture, elle est de f8. Ma durée d'exposition était de 1/50e de seconde. Et compte tenu de la distance avec l'arrière-plan, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de précision dans ce dernier. À ce moment-là, on obtient un certain effet. Je vous présente maintenant 3 photos. Vous allez voir les sujets que je vous présente et je vous laisse déterminer quelle est l'ouverture que vous auriez utilisée pour réussir les photos que je vous présente. Voici la première, la deuxième et la troisième. La deuxième et la première. À la lueur des sujets que je viens de vous présenter, quelle est l'ouverture que vous auriez privilégiée? Vous avez bien raison, toutes les réponses sont bonnes. Pourquoi? Quelle que soit l'ouverture que vous privilégiez, évidemment, ça a un effet au niveau de votre durée d'exposition, bien sûr, mais si vous regardez les 3 sujets que je vous ai présentés, les 3 sujets n'ont pas de profondeur de champ. Il n'y a absolument rien au-delà du premier plan que vous avez, pas de plan moyen et pas d'arrière-plan.
Alors, dans le fond, dans ce cas ici, ce qui est intéressant lorsqu'on a des sujets comme ça ici, c'est l'ouverture que j'appelle « on s'en fout ». Ça peut être 5.6, ça peut être F4, ça peut être F8, F11. Choisissez celle que vous voulez. Il n'y a absolument pas de profondeur de champ, donc toutes les réponses que vous avez pu avoir à l'esprit sont de bonnes réponses par rapport au sujet que je viens juste de vous présenter. Il y a des sujets photos pour lesquels le choix de l'ouverture représente une importance qui est cruciale. Et je vous dirais, aussi surprenant que ça puisse paraître, la macrophotographie. Là, je me tourne vers Christian Otot, qui est quelqu'un que je connais, qui fait de l'excellent travail au niveau de la macrophotographie. D'ailleurs, ça l'amène d'ailleurs aussi à voyager un peu partout dans le monde, justement pour aller faire de la macrophotographie, entre autres au niveau des fossiles. Mais dans le cas de Christian, je vous présente le sujet que vous voyez comme c'est là. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, la macrophotographie requiert, si on veut, beaucoup de détails. Comme vous pouvez le voir dans la photo que je vous présente, ça demande une très grande profondeur de champ. Or, dans ce cas ici, la profondeur de champ est en termes de millimètres. Mais si on veut une grande profondeur de champ, donc il y a plusieurs montants d'informations qui sont là. Et à ce moment-là, quand on fait de la macrophotographie, c'est pas parce que le sujet est très petit qu'à ce moment-là, ça vient dire qu'on n'a pas besoin d'une grande profondeur de champ. Bien au contraire. En définitive, on a pu constater qu'on se tourne vers une ouverture maximale si on veut une faible profondeur de champ, donc très peu d'informations derrière notre sujet, à ce moment-là sur lequel on a fait notre mise au point. Alors ça, c'est une façon. Ou encore, évidemment, on va se tourner vers une ouverture qui est beaucoup plus petite si on veut avoir une durée d'exposition qui est plus longue et si on veut également avoir davantage d'informations, si vous voulez, à l'arrière-plan. Et si je regarde certains sujets pour terminer donc le tutoriel, si je regarde un sujet animalier, l'animal, il est imprévisible. Donc, c'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là, on se tourne vers des ouvertures qui sont beaucoup plus maximales, si vous voulez, plus généreuses, quelque chose qui n'est pas trop gros, de façon à diminuer à ce moment-là notre durée d'exposition pour pouvoir capter le geste de l'animal. Si on fait également de la photographie d'oiseaux, par exemple, ben, les oiseaux, ils vont et viennent très rapidement, changent de décision, changent de cap, changent d'orientation. Donc, c'est pour ça que dans ce cas ici, j'étais allé avec une ouverture de f2.8 pour avoir une durée d'exposition de 1/4 millième de seconde pour vraiment saisir et figer l'oiseau à ce moment-là sur son perchoir. À ce moment-là, c'est pour ça des fois que si le sujet est imprévisible et si on veut figer l'action, comme dans le cas du sport, c'est pourquoi à ce moment-là, on peut se tourner vers des ouvertures qui sont généreuses et de grandes ouvertures. Je vous dirais que si vous voulez le fameux flou à ce moment-là, par exemple d'une cascade d'eau, d'une chute en l'occurrence ou un truc du genre, bien entendu, à ce moment-là, vous allez vouloir avoir le phénomène du igloo, donc d'une petite ouverture à ce moment-là pour augmenter la durée d'exposition. Dans ce cas ici, c'était une demi-seconde en ce qui a trait à la chute. Encore ici, si jamais vous voulez avoir un effet et un peu abstrait, je vous dirais, ou cette espèce de voile que vous retrouvez là, une espèce d'effet impressionniste, bien entendu, à ce moment-là, on ne vient pas figer les poissons qui sont en train de nager, bien sûr. On va avoir une durée d'exposition. Dans ce cas ici, c'était une ouverture de F11 et c'était 1/4 de seconde à ce moment-là, ce qui m'a permis donc d'avoir le résultat que vous retrouvez juste là. Et en définitive, si on fait de la photo de rue, je vous dirais, mieux vaut, et on n'a pas le temps nécessairement des fois toujours d'ajuster à ce moment-là notre ouverture, des trucs du genre, je vous suggère de privilégier une ouverture de f5.6 ou encore f8. Vivez avec cette ouverture-là et concentrez-vous à capter l'action, capter une scène qui retient votre attention. J'espère que la vidéo aura été inspirante pour vous. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre le principe donc de la priorité ouverture ou du mode ouverture. Si vous avez des questions, n'hésitez donc pas justement à en faire part dans les commentaires. Je vais y répondre au meilleur de ma connaissance. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.